C'est une interview exceptionnelle qu'on vous propose aujourd'hui puisque l'entrepreneur que je reçois a une histoire exceptionnelle. Il nous vient de République démocratique du Congo. C'est le fondateur de l'ONG Kesho Congo. Le docteur Adolphe Nyakazan est avec moi sur ce plateau pendant son séjour en Belgique. Il va nous raconter un peu les coulisses de son histoire et puis sa vie entrepreneuriale. Il était électricien, il est devenu pédiatre et maintenant fondateur d'une ONG qui lutte contre la malnutrition infantile. Une histoire totalement dingue qu'il va nous raconter aujourd'hui et il me fait plaisir d'être là avec moi. Merci, Dr Nakazan, d'être avec moi aujourd'hui pour cette interview. C'est un plaisir, Monsieur Benazi. Merci pour l'invitation et bien à travers vous, je voudrais remercier le Cercle de Wallonie pour cette invitation. Eh ben, écoutez, c'est le plaisir est partagé. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va parler un peu de votre histoire. Alors, votre histoire entrepreneuriale est complètement dingue, à tel point que vos solutions contre la malnutrition infantile a inspiré les plus grands. Vous avez été sollicité par des personnalités comme Barack Obama, comme le docteur Mukwege. Vous avez été même salué par le couple royal belge. On parlera aussi de votre histoire avec la Belgique, évidemment, puisque votre présence ici n'est pas anodine. On va peut-être parler un petit peu du début de l'histoire. Donc vous êtes né dans le sud Kivu, à Bukavu, Bukavu. si je ne me trompe pas. Effectivement. On est dans les années 80, donc on n'est pas encore dans le Congo, on est au Zaïre. Et donc vous naissez finalement dans le contexte du Zaïre des années 80. Elle ressemble à quoi un peu l'enfance du docteur Nyakassan? Alors, c'est une enfance plutôt modeste. Je suis né dans une famille d'enseignants. Mon papa était, et il l'est toujours, directeur d'école primaire. Ma mère, ma maman, était enseignante. Et puis, depuis maintenant quelques années, elle travaille à la division provinciale des anciens combattants. Donc, une famille vraiment modeste dans un quartier plutôt défavorisé, avec beaucoup de précarité, dans une région évidemment magnifique. Voilà, donc cette enfance-là m'a conduit dans une école primaire dans la commune de Kadutu. C'est une commune, on va dire, défavorisée. Et puis l'école secondaire dans la même commune, dans une école technique dirigée par des frères de la charité belge. Et puis, donc après là, c'est l'université. Et donc, je suis né là-bas et j'ai grandi là-bas. Alors vous avez grandi là-bas. Je le disais en introduction, vous n'avez pas tout de suite été dirigé vers la médecine, vous étiez électricien. Alors vous étiez électricien, quelque part, si j'ai tout bien compris, vous avez appris un peu en autodidacte quand même, vous étiez à l'école technique, d'accord, mais on n'est pas tout de suite vers la médecine, quoi. Comment tout ça se passe? Vous commencez donc en apprentissage technique dans le vif du sujet, directement dans la vie professionnelle, entre guillemets. Comment tout ça se passe? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que quand je termine l'école primaire, je vais faire le test d'admission au collège Alfagiri. C'est un collège tenu par des jésuites et je réussis donc ce test-là, mais mon père va s'imposer pour dire l'avenir appartient aux techniciens. Et donc c'est comme ça qu'il va m'envoyer à l'ITFM, l'Institut technique Fundi Maendeleo. C'est cette école dirigé par des frères de la charité belge. Et donc, c'est comme ça que je vais faire l'électricité industrielle. Et quand je termine en 2001-2002, notre pays était divisé en trois. C'était la guerre. Et nous qui étions à l'Est, nous avions beaucoup de difficultés pour aller à Kinshasa, la capitale du pays, où sont les universités dans lesquelles on pouvait vraiment continuer dans ce domaine technique. Et donc pour aller à Kinshasa, il fallait passer par les pays voisins pour arriver là. Et donc c'était long et surtout ça coûtait cher. Et pour moi, qui venais d'une famille plutôt modeste, c'était difficile. Donc je suis resté à Bukavu et il va y avoir un échange entre mes parents pour dire ben, qu'est-ce qu'il va faire. Et mais moi déjà, j'avais aussi ma petite idée puisque un de nos enseignants était allé faire les techniques de laboratoire alors que c'était un électricien. Et quand nous lui avions demandé pourquoi il avait fait ça, il avait dit, mais
j'ai passé ma vie à soigner les machines. J'ai pensé qu'il était aussi important de soigner les humains. Et donc, quand mes parents vont choisir, enfin, vont mettre sur la table le droit et la médecine, c'est ma maman qui va avoir, on va dire, le dernier mot parce qu'elle va dire, je préfère la médecine. Et moi, j'avais déjà aussi un penchant pour cela, puisque, en tout cas, de toute façon, il n'était pas facile pour moi d'aller à Kinshasa pour continuer dans le domaine technique. Et c'est comme ça donc que je vais faire la médecine. Alors vous commencez la médecine. Bon, c'est des études, qui sont quand même relativement, onéreuses. Comment est-ce qu'on finance ça? Est-ce que c'est grâce aussi au travail d'électricien? Est-ce qu'on a accumulé, un petit peu d'argent et puis on peut, comme ça démarrer, ses études académiques? Comment ça se passe pour vous? Ce sont mes parents modestes en termes de revenus, mais ils se sont refusés toutes sortes de, on va dire, de plaisir pour eux-mêmes. Le peu d'argent qu'ils pouvaient gagner, ils l'économisaient pour la scolarisation de leurs enfants. Et c'est grâce à ça que je vais donc faire la médecine. C'est vrai que c'était difficile. Je me souviens des périodes où j'étais renvoyé de l'école parce que voilà, je n'avais pas encore payé le Minerval. Mais donc les parents ont fait beaucoup d'efforts pour pouvoir payer et nous faire étudier. Et c'est en tout cas, c'est une gratitude infinie envers eux, puisque s'ils n'avaient pas fait des sacrifices vraiment pour nous faire scolariser, mais ça aurait été difficile. Tout à fait. Et alors, dans cette scolarité, à un moment donné, arrive le moment où vous arrivez en Belgique pour approfondir vos études en médecine. Donc, vous arrivez à l'UC Louvain, j'imagine. Première fois que vous arrivez en Belgique à ce moment-là? Alors, j'étais déjà venu 2 ans plus tôt, euh, mais donc pour la spécialisation, c'est en 2013. En fait, il faut dire que la médecine, je l'ai faite à l'Université catholique de Bukavu, Mhm. qui a une collaboration avec l'Université catholique de Louvain. Et c'est comme ça que je vais donc bénéficier d'une bourse de l'UC Louvain pour venir faire la pédiatrie. Donc, je suis resté 2 ans aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Et après, évidemment, cette formation en pédiatrie, je suis rentré, évidemment, au pays pour pouvoir servir mon peuple. Donc, on est quand on est en 2015, là, quelque chose comme Octobre ça. 2015. Et alors, parce que vous auriez pu très bien dire, bah voilà, je suis resté 2 ans en Belgique, vous auriez pu très bien même vous y installer, faire votre vie professionnelle sur le territoire belge, enfin voilà. Pourquoi est-ce que, quelque part, j'ai envie de dire, ah, tout juste le diplôme ou la spécialisation en poche, vous repartez direction Bukavu, qu'est-ce qui vous a drivé finalement à revenir aussi vite? Pour avoir vécu une enfance modeste, comme j'ai dit, et pour avoir vu les conditions dans lesquelles beaucoup d'enfants vivaient dans mon pays, des situations de malnutrition, des maladies avec beaucoup de familles qui n'avaient pas de moyens pour se faire soigner, j'avais comme ce devoir moral de dire, je dois rentrer dans mon pays pour apporter ma contribution au développement. Euh, alors, je dois dire pour la petite histoire que, en fait, dans cette enfance dont nous avons parlé, euh, j'étais, pendant les vacances, souvent gardien de chèvres. Nous avions 2 petites chèvres à la maison et j'allais les garder sur la colline qui surplombait le quartier où je vivais. Et alors, sur cette colline-là, pas loin, il y avait un hôpital qui avait été fondé par un pédiatre allemand, le docteur Gustav Rau. Et cet hôpital-là recevait beaucoup d'enfants malnutris et des populations, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, qui souffraient de malnutrition. Et nous, en fait, on laissait parfois les chèvres pour aller aussi dans cet hôpital-là où on distribuait de la nourriture. Et donc, sur les temps de midi, on allait manger là-bas. Et au fond, savoir que c'est un Européen qui avait quitté son pays, qui est allé là-bas rendre service, ça m'avait marqué. En fait, on distribuait vraiment à la population qui était dans le besoin. J'étais frappé par cela. Alors quand je termine ma formation ici, c'est vrai que voilà, il y en a qui font le choix de rester. Mais moi, j'avais
en tête l'idée que j'étais redevable envers tous ces enfants, toutes ces familles qui comptaient beaucoup, beaucoup sur moi et sur nous tous d'ailleurs qui venions ici en spécialisation. Donc pour moi, c'était vraiment comme le prolongement de mon engagement. J'étais déjà, avant même de venir ici, engagé dans des groupes, des jeunes où on s'entraidait. J'étais engagé dans on va dire, le travail de ce que font ceux que nous appelons les relais communautaires, c'est-à-dire aller dans la communauté et sensibiliser, parler des problèmes de santé. J'avais même d'ailleurs, en 2007, j'étais encore étudiant à la faculté de médecine à Bukavu, j'avais créé une émission à la Radio Star de Bukavu. Et le but de cette émission, c'était justement d'informer, d'éduquer et de sensibiliser la population à la santé, puisque j'estimais que la médecine ne pouvait pas rester entre les quatre murs d'une université. Il fallait qu'elle serve à la communauté. Mais en fait, vous êtes un serial entrepreneur. Enfin, ce qu'on dirait ici, c'est littéralement ça. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce que j'entends, il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Il y a un peu l'entrepreneuriat d'opportunité, mais vous, c'était vraiment l'entrepreneuriat de nécessité par mission de vie, quelque part. Il y a beaucoup de mots qui reviennent. Euh, alors, justement, chaque projet entrepreneurial, puisque je vais vous appeler comme ça, serial entrepreneur, euh, euh, chaque projet entrepreneurial commence par une problématique identifiée ou effectivement une mission de vie, mais qui part quand même d'un sacré constat où, ok, là, il y a un problème. Dans votre cas, bah, c'est littéralement la malnutrition infantile et en fait, depuis toujours, puisque avec l'anecdote que vous venez de me raconter sur les chèvres et cet hôpital qui distribuait des denrées, euh, problématique je crois, qu'on connaît mal, puisque j'ai eu l'occasion du coup de discuter avec vous en préparant cette émission. Et ce que vous m'avez raconté sur la malnutrition infantile, euh, ça m'a assez bluffé, ou en tout cas, je me suis rendu compte que je connaissais très mal le propos. Est-ce que, avant de parler effectivement des solutions que vous avez créées, que vous avez proposées et que vous développez aujourd'hui, on peut peut-être avoir un petit mot sur, ok, concrètement, c'est quoi la malnutrition infantile? Alors, la malnutrition, par définition, c'est pour le cas du Congo et de l'Afrique, en tout cas des pays pauvres, c'est souvent la sous-nutrition, c'est-à-dire des apports insuffisants et souvent inadéquats, ce qui va entraîner à une dénutrition. Cette dénutrition-là va se traduire par une émaciation qui est évaluée par un rapport entre le poids et la taille. C'est évalué aussi par une insuffisance pondérale. C'est un rapport entre le poids et l'âge. Et c'est évalué aussi par le retard de croissance, qui est donc ce rapport de la taille sur l'âge. Après, il y a aussi des formes de malnutrition carentielle qu'on appelle la faim cachée, hidden hunger en anglais. Et donc, c'est vraiment ça, la malnutrition. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces causes sont multiples. Il n'y a pas que la pauvreté, un manque d'accès à la nourriture. C'est aussi un manque d'éducation des mères, hein, donc un faible niveau d'éducation des mères. C'est aussi les violences faites aux femmes, hein, c'est une cause de la malnutrition. C'est un manque d'allaitement maternel, n'est-ce pas? Un sévrage précoce des nourrissons. C'est aussi un faible accès aux soins de santé primaires. C'est un manque d'accès à l'eau potable et c'est un manque d'assainissement du milieu de vie. Donc, toutes ces causes-là peuvent entraîner la malnutrition. Et ce qu'il faut dire, c'est que les conséquences sont terribles puisque la malnutrition, c'est comme un état d'immunodépression. En fait, ces enfants-là ou ces personnes qui sont touchées par la malnutrition deviennent très vulnérables. N'importe quelle infection, même bénigne, peut les emporter. Il y a aussi un impact sur le développement psychomoteur. Donc, il y a des enfants qui vont presque développer des infirmités motrices du fait de la malnutrition. Il y a un déficit intellectuel chez ces enfants-là. Il y a aussi un développement, donc un impact sur le développement
économique, puisque pour le Congo, donc la Banque mondiale estime qu'il y a des pertes de l'ordre de 3 à 8% sur le produit intérieur brut du fait de la malnutrition. Et puis, aujourd'hui, on sait que les enfants qui ont fait la malnutrition dans la basse enfance, eh bien, ils sont prédisposés à développer les maladies cardiovasculaires à l'âge adulte, le diabète sucré, l'hypertension artérielle et toutes leurs complications. On parle même aussi d'un risque de développer des maladies psychiatriques. Donc, c'est un fléau, en fait, la malnutrition. Et si on ne s'y attaque pas, eh bien, c'est l'avenir d'un pays qui est miné. Et c'est pour ça que, personnellement, je me suis beaucoup intéressé à cela. En fait, en rentrant au pays, j'étais interpellé par les enfants qui arrivaient à l'hôpital provincial de Bukavu et puis dans nos hôpitaux de manière générale, puisque les enfants malnutris qui vont à l'hôpital, ce sont ceux qui ont des complications médicales. Les autres peuvent être suivis dans des centres de santé ou même au niveau de la communauté. Mais ceux qui ont donc ces complications-là vont donc à l'hôpital. Et j'étais frappé de voir qu'ils venaient souvent en choc septique, presque à l'article de la mort, et de fait, beaucoup d'entre eux mouraient. Et je m'étais dit, ce n'est pas possible, il faut aider ces enfants dans la communauté avant qu'ils n'arrivent ici. Donc quand ils ont encore une malnutrition aiguë, modérée, c'est là qu'il faut les aider. Et c'est donc comme cela que je vais me dire, tiens, on va voir comment ouvrir des centres nutritionnels, mais vraiment dans la communauté, au plus près des populations vulnérables. Et c'est comme ça que donc, toute l'histoire va commencer. Un premier centre nutritionnel, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis alors aussi collaborer avec d'autres centres nutritionnels, centres de santé et d'autres hôpitaux. Alors justement, ben, j'y viens justement, mais ça veut dire aussi, bon, il y a tout un tas d'organisations, d'entreprises ou de projets entrepreneuriaux qui démarrent par une problématique, je vais le dire comme ça, de confort. Ici, on est sur, et vous avez utilisé ce mot qui est parfaitement adapté, c'est un fléau. C'est littéralement un peu l'effet domino ou l'effet en cascade de ce qu'on pourrait dire, ok, ben, il y a ce problème-là, mais qui en engendre tellement d'autres, mais qui est aussi causé par tellement d'autres éléments, par tellement d'autres facteurs. J'ai envie de dire, il ne suffit pas juste de trouver des denrées. Et donc, j'en viens à votre solution. Ouais. Donc, vous créez l'ONG, puisque ça a statut d'ONG maintenant, Ouais. Kesho Congo. Donc, le Congo de demain, ou en tout cas, Exactement. voilà, demain pour le Congo. Je Ouais. sais pas, voilà. Alors, quelles sont les solutions que vous développez face à la malnutrition? Parce que, franchement, quand on lit votre analyse, n'importe qui pourrait juste baisser les bras, quoi. Ouais. Alors, d'abord, il faut dire que les solutions que nous avons, les solutions classiques, ce sont des solutions importées. C'est le lait thérapeutique, c'est le plan Pinat, qui est une pâte d'arachide. C'est des intrants qui nous aident beaucoup, évidemment. Mais nos structures sont souvent en rupture des stocks. Et il faut dire que lorsque le monde connaît des problèmes qui poussent à la fermeture des frontières, on l'a connu pendant la pandémie du Covid-19 ou encore même maintenant quand le détroit d'Ormuz est bloqué. Et donc l'acheminement des marchandises est difficile. Et donc souvent dans des périodes pareilles, il y a vraiment des ruptures des stocks dans nos structures. Et en voyant cela, je m'étais dit avec mon équipe, mais proposons des solutions locales, de manière à ce que lorsque nous n'avons pas ces solutions classiques, eh bien nous puissions avoir quand même une solution qui est présente et qui peut aider donc nos enfants et les personnes touchées par la malnutrition. Et donc ce que nous allons proposer, c'est de travailler avec des femmes cultivatrices et de leur donner des semences, de leur donner des formations
pour qu'elles puissent améliorer leur récolte. C'est aussi des formations, évidemment, plus tard, qui ont porté sur différents thèmes comme les pratiques culturelles résilientes au changement climatique. C'est des formations qui portent sur la fabrication des braises écologiques à partir des déchets ménagers et champêtres. Donc, toutes sortes de formations pour vraiment non seulement aider ces femmes à améliorer leur récolte, mais également à être autonomes dans leur milieu. Alors, quand elles récoltent, nous achetons une partie de leur récolte. Ici, nous travaillons beaucoup plus sur le maïs, sur le soja et sur le sorgho. Il y a aussi le niébé, qui est une légumineuse donc tropicale riche en protéines. Et donc, nous prenons ces produits-là, nous les transformons en farine. Et ces farines-là sont utilisées dans nos centres nutritionnels pour faire des bouillies des enfants, mais également sont utilisées pour préparer des biscuits pour les centres nutritionnels. En fait, nous avons développé une unité de production de biscuits, de pain et d'autres pâtisseries. Cette unité de production, elle aide non seulement pour préparer des entrants nutritionnels pour nos centres nutritionnels et nos centres partenaires, mais aussi pour l'autonomisation de notre activité. Et je suis fier aujourd'hui, en toute humilité, de dire que cette unité de production engage aujourd'hui 24 jeunes. C'est des emplois stables. Et le but a été aussi ça, de dire nous devons vraiment travailler pour aller vers une certaine autonomie, pour ne pas dépendre, n'est-ce pas, de l'aide venant de l'extérieur. Et donc, c'est vraiment ça, donc ces solutions. Donc, farine locale composée, qu'on enrichit avec des concentrés protéiques, et parfois avec de l'huile végétale, pour pouvoir vraiment nourrir ces enfants. Mais comme nous avons dit, c'est pas seulement qu'on les nourrit. Déjà, chaque enfant, quand il vient dans nos centres nutritionnels, il se lave les mains. Chaque enfant doit se laver les mains. Geste simple, mais important. Apprendre aux enfants l'hygiène des mains, puisque les maladies de mains sales sont très nombreuses et c'est souvent des maladies qui entraînent des diarrhées et ça aggrave même donc la malnutrition. Et donc, on donne aussi une éducation sanitaire et nutritionnelle aux mères qui accompagnent leurs enfants. Donc, avant de donner ces rations alimentaires aux enfants, eh bien, on va donner cette éducation aux mères et c'est des thèmes qui varient. Donc, on parle par exemple des gestes que la mère doit avoir, doit donc faire pour pouvoir aider son enfant s'il tombe malade à domicile. Si par exemple l'enfant fait de la fièvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut nourrir l'enfant? Il faut l'allaiter de la naissance jusqu'à 6 mois exclusivement et puis continuer l'allaitement jusqu'à 2 ans minimum. Voyez? Et ça peut continuer même plus tard. Donc des thèmes divers. Si l'enfant fait des convulsions à la maison, il ne faut pas dire que l'enfant est possédé par les mauvais esprits. Il faut l'amener au centre de santé, à l'hôpital, et pas dans une chambre de prière. Voilà, donc des formations sur diverses maladies, comment se comporter si l'enfant fait de la diarrhée avant de l'amener au centre de santé. C'est que la mère déjà peut faire à la maison. Donc c'est tout cela qui est vraiment enseigné aux femmes. Et je reviens donc à ce que je disais avant. Donc, c'est un travail qui commence donc au champ, n'est-ce pas? En fait, le modèle de Kesho Congo, on dit qu'il va de la fourche à la fourchette. Donc, on travaille avec les agriculteurs, on prend ces récoltes, on les transforme, bouillie, biscuits, et puis l'autre partie qui est commercialisée. Et tout cela concourt finalement à notre mission qui est de bâtir des communautés saines et résilientes. Mais alors, docteur, pardonnez-moi, hein, mais là, on présente le résultat de 10 ans de travail, puisque Kesho Congo fête ses 10 ans, si je ne me trompe pas. Effectivement. Parce que je me mets un peu dans la tête d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs qui nous entendraient, qui se diraient « Ah waouh, on peut y arriver, etc. » Mais il faut quand même rappeler qu'il y a 10 ans de travail derrière. Et je vais revenir un petit peu en arrière.
vous revenez de votre spécialisation en Belgique, vous revenez dans une république démocratique du Congo, pardon, où bah, le système de santé n'est clairement pas optimal, Mm. fragilisé. Mm. On est dans un contexte géopolitique, sociétal qui est quand même pas forcément évident. Mm. D'aucuns attendaient probablement de votre part que vous ouvriez un cabinet, voilà, que vous soyez un peu un pédiatre référent. Et en fait, vous, que du contraire, vous voyez plus grand, vous voyez autre chose, mais vous arrivez aussi face à peut-être une population ou des locaux qui sont relativement méfiants par rapport à vos projets. Mm. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre finalement toutes ces parties prenantes de croire en vous, de croire en votre projet, de croire en votre bien fondé quelque part? Mm. On parlera aussi des investisseurs ou en tout cas des soutiens plus tard, mais comment est-ce que quand on arrive comme ça en disant, voilà, j'ai ce projet, j'ai cette idée, et comment est-ce qu'on affronte quelque part les réticences, quoi? Alors d'abord, mon objectif n'a jamais été de bâtir une carrière très confortable, donc aller ouvrir donc un gros cabinet ou rester dans un pays où je peux faire carrière dans des grosses boîtes ou dans des grands hôpitaux. Non, le but a toujours été de rentrer sur le terrain, d'aller travailler avec les communautés locales et de pouvoir vraiment euh, montrer que chaque Congolais doit apporter sa contribution au développement du pays. Cela m'a toujours habité de dire, il y en a qui ont des ambitions pour faire la politique, pour faire ceci ou cela, mais au fond, beaucoup de gens oublient qu'il n'y a pas que dans la politique qu'on peut changer son pays. Quand, à la fin de mon fellowship aux États-Unis, on rencontrait le président Obama, donc on était un groupe des jeunes Africains et en fait, il nous a dit, en fait, il n'y a pas que dans la politique qu'on peut vraiment transformer son pays, puisque souvent les jeunes, c'est vrai, regardent les hommes politiques et se disent, waouh, c'est peut-être là simplement qu'on peut changer le pays. Mais non, on peut changer son pays en allant déjà dans son village, en travaillant avec ceux qui sont là, en essayant de proposer des solutions aux problèmes qu'il y a dans la communauté. Et c'est vraiment ça, donc le départ. Je vais me dire, mais il y a un problème de malnutrition dans mon pays, dans ma province. Un enfant sur deux souffre de malnutrition chronique au Sud Kivu. Et quand nous connaissons les conséquences, nous en avons parlé, donc on s'est dit, mais si rien n'est fait, ben, l'avenir du pays est miné. Et donc, c'était ça la conviction de départ. Et c'est ça que j'ai dit donc à mes amis et à mon entourage. Proposons des solutions, essayons d'apporter notre contribution. C'est vrai qu'il y a eu de la méfiance de la part de certains qui disent oui, mais est-ce que tu penses que toi tu vas résoudre ce problème de la malnutrition qui n'a pas été résolu par voilà, beaucoup d'anciens qui se sont beaucoup investis dans ce domaine. Mais mon propos, c'était de dire, je ne viens pas résoudre le problème comme par un coup de baguette magique. Je viens apporter une contribution. Et il faut vraiment qu'il y ait cette contribution-là. Donc, c'est vraiment comme ça que je vais parler donc de mon intention hein, donc de travailler dans ce domaine-là et de me focaliser sur la malnutrition. Mais je vais aussi d'ailleurs montrer que, en fait, la malnutrition, c'est un thème transversal. Il touche à beaucoup d'autres domaines. Nous avons dit le développement économique, les violences faites aux femmes, le renforcement du système de santé, donc un accès aux soins de santé. Donc ça touche finalement à beaucoup d'autres domaines, la sécurité alimentaire dans les ménages. Donc voilà. C'est vraiment avec ces arguments-là que je suis allé et j'ai toujours insisté sur ce fait-là de pouvoir contribuer vraiment donc, au développement du pays. Me rappelant évidemment, c'est que John Kennedy donc disait ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, OK, bon, ça d'abord, c'est le plan d'intention. Ouais. Aujourd'hui, OK, c'est 3 lignes de production, Mm. voilà, ça a pris de l'ampleur. Mm.
Mais comment vous démarrez? Parce que Mm, pour imaginer ne serait-ce que la moitié de ce projet, mm. il faut les guts quoi quand Ouais, même, hein. ouais, Il faut y croire, mais ouais, il faut aussi trouver les fonds. Il ouais. faut Comment est-ce qu'on démarre de presque rien? En tout cas, je sais pas avec quoi vous avez démarré, mais dans mon souvenir de ce que vous m'avez raconté, c'était quand même avec pas grand-chose au Mm, départ, quoi. ouais. J'ai été beaucoup inspiré par la Belgique. C'était un choc que d'être ici, de voir ce développement, de voir l'organisation de la société. Et alors, je me rappelle que chaque soir, quand je rentrais dans mon cote sur le campus universitaire, je me disais, mais pourquoi ici ça marche et pas chez nous? Ça, c'est une question qui me traversait beaucoup. Et donc en tout cas, la réponse pour moi a toujours été, c'est une question, heu, de personnes qui prennent conscience, que l'avenir de leur pays est entre leurs mains et qu'il faut travailler pour l'intérêt général, pas pour des intérêts particuliers, cantonnés aux responsabilités. Et donc j'étais vraiment, pendant ma formation, inspiré par le développement de la Belgique. Et en rentrant, c'est vrai que, je n'avais pas grand-chose, mais déjà mes petites économies sur ma bourse, n'est-ce pas? M'ont permis de pouvoir déjà lancer, ce projet, cette ONG. En fait, on commence toujours par, d'abord écrire, les statuts, le règlement d'ordre intérieur et tout ça, et puis faire une demande. Et ça coûte de l'argent quand on va déposer la demande, il faut payer, voilà. Et ce sont vraiment mes économies faites ici en Belgique sur ma bourse, hein. C'est vraiment cela qui m'a permis de commencer. Et puis, je crois que au départ, c'était, allez, une conviction beaucoup plus forte que les moyens dont je disposais à l'époque. Et cette conviction m'a poussé à pouvoir vraiment lancer ce travail. C'est vrai, comme nous l'avons dit au départ, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ils disaient, oui, mais c'est beaucoup de travail, ils vont pas y arriver. Mais voilà, il y avait cette très forte conviction. Et puis, je me suis entouré évidemment d'une équipe dynamique, des jeunes conscients aussi qu'ils doivent contribuer au développement de leur pays. Et c'est comme ça que donc on va commencer de manière modeste. Et nous avons eu évidemment par la suite la chance d'avoir un premier appui de la Fondation Roi Baudouin qui va vraiment accompagner notre travail de prise en charge nutritionnelle des enfants. Et grâce justement à ce soutien de la Fondation Roi Baudouin, mais surtout des amis que j'ai fait ici en Belgique, on va vraiment évoluer. Et voilà, donc 10 ans plus tard, nous avons 3 centres nutritionnels qui accueillent chacun 90 à 120 enfants par jour. Ces enfants viennent 3 fois par semaine au centre. Et alors donc, j'ai parlé de ce qui est fait. En dehors de nos 3 centres, nous avons une collaboration avec autour de 17 autres structures, ce sont des centres de santé ou même des hôpitaux. Nous collaborons notamment aussi avec l'hôpital de Panzi, l'hôpital du docteur Denis Mukwege, une icône pour notre pays. Eh bien, donc il y a ces collaborations-là. Nous avons aujourd'hui 2 unités de production, des biscuits, de pain et d'autres pâtisseries. Nous avons, je l'ai dit, hein, donc 24 emplois stables créés dans ces unités-là. Nous avons donc une équipe qui assure l'administration. Et puis, ce modèle-là de Kesho Congo qui a, je le redis en toute humilité, marché qui marche donc au Sud Kivu, eh bien, il y a d'autres qui nous demandent d'aller le répliquer dans d'autres coins du pays. De 2023 à 2025, par exemple, il y a l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, USAID, qui nous avait donné de pouvoir implémenter un projet de nutrition et de sécurité alimentaire au Sud Kivu et au Kasaï central. En fait, on nous avait dit, mais
essayer d'aller répliquer ce modèle au Kasaï central. Là, c'est au centre du pays. Et nous avons fait ce travail-là. Et le projet a été très apprécié en fait au Kasaï central. Et nous étions d'ailleurs donc déjà retenus pour deux autres programmes de 5 ans chacun avec l'aide américaine, jusqu'à ce que, évidemment, l'administration américaine décide de fermer l'USAID en janvier 2025. Mais c'est dire que, au fond, on a commencé très modestement, voilà, comme j'ai dit, avec mes maigres moyens. Et puis, c'était surtout cette forte conviction, c'était cette équipe dynamique et engagée, et puis mes amis ici en Belgique et dans d'autres pays, et puis voilà, donc tous ces partenaires qui nous soutiennent. J'ai parlé de la Fondation Roi Baudouin, il y a le Rotary Club de Spa, Francorchamps et Stavelot qui nous a soutenus pour d'ailleurs la deuxième unité de production avec des équipements neufs. Et puis voilà, c'est vraiment tout un réseau qui s'est créé et ça montre que la solidarité sauve des vies et sauvera le monde. Alors ça, c'est très joliment dit et je pense que c'est très vrai. Alors, on est 10 ans plus tard. Dieu merci, le projet est toujours bien là, est toujours bien vivant et est toujours aussi bien porté. J'ai quand même une question d'état d'âme pour l'entrepreneur. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Du point de vue entrepreneurial, j'entends. Hein. Alors ça, c'est une bonne question. Si c'était à refaire, je dirais que je suis fier de la trajectoire, mais peut-être que je ferais plus connaître le travail. Je pense qu'au début, donc on n'a pas beaucoup travaillé sur cet aspect, je ne sais pas s'il faut que je l'appelle de marketing, mais aussi évidemment, donc au départ, moi je me disais qu'il était important d'asseoir d'abord ce travail, mais vraiment de bien l'asseoir, d'avoir des résultats concrets avant de pouvoir beaucoup parler de ce travail. Donc je crois que évidemment, si c'était à refaire, je dirais beaucoup plus peut-être intensifier le marketing, mais également et surtout beaucoup former nos équipes. Ça, donc je pense que la formation, elle est centrale et c'est quelque chose voilà, que je referais peut-être, voilà, s'il fallait refaire. C'est ça, on rejoue le match ici, hein, docteur, mais effectivement, c'est vrai que la formation dans tout projet, c'est quand même important. Alors, j'ai bientôt terminé avec toutes mes questions, hein, mais je pense que c'est important aussi d'en parler tant que j'ai la chance de vous avoir à mon micro, c'est que entreprendre dans un contexte stable, je pense par exemple effectivement entreprendre ici, en Belgique, en Europe, c'est déjà pas évident. On va pas se le cacher. Alors ok, l'entrepreneuriat a la cote, hein, tout le monde veut entreprendre, etc. Mais on oublie que c'est loin d'être un long fleuve tranquille et vous l'avez un peu expliqué. Mais alors quand on travaille et quand on veut entreprendre dans un contexte de volatilité complète, je veux dire économique, politique, sécuritaire, quel conseil est-ce que... Enfin, donc ça renforce quand même un peu la difficulté du challenge. Mais de votre expérience dans ces contextes-là, euh, quel conseil est-ce que vous pourriez donner finalement à ceux qui aspirent à entreprendre ou aux chefs d'entreprise ici en Belgique pour finalement garder le cap, persévérer parce que Kesho Congo, c'est une histoire de persévérance, quoi. Absolument, c'est une histoire de persévérance et de résilience. Le conseil que je donnerais aux entrepreneurs belges, ce serait d'abord de leur dire d'être reconnaissants pour le système qui est le vôtre. C'est un système, c'est vrai, qui a, je crois, ses défis, mais qui est d'une certaine manière stable. Différemment de ce que nous avons en RDC. L'autre conseil que je donnerais, donc à part le fait de leur dire soyez vraiment reconnaissants du système qui est le vôtre, ce serait de dire il faut dans chaque crise, dans chaque volatilité des marchés, dans chaque instabilité, essayer
d'adapter, enfin, donc de développer une certaine capacité d'adaptation. Je crois que l'adaptation est très importante. La résilience, évidemment, elle est très importante. Et puis, voilà, de rester ouvert. Je crois que euh, les collaborations qu'on peut avoir à travers les pays, les continents, sont très importantes. Et c'est vraiment ça que je dirais. Donc, un, d'être reconnaissant, puisque on peut penser que bon, ça ne va pas très bien, mais la Belgique, c'est quand même un pays suffisamment stable et les entrepreneurs belges doivent en être reconnaissants. Et puis alors, développer une capacité d'adaptation face à chaque crise, imaginer des innovations et surtout être armé de beaucoup de résilience. C'est très important. Voilà qui est, en tout cas, j'espère, noté comme conseil. Alors, moi, j'arrive un peu à la fin de cette interview. Comment est-ce que celles et ceux qui voudraient soutenir le projet, aider d'une façon ou d'une autre, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? De quoi avez-vous aujourd'hui besoin, à tout moyen soit-il, hein, voilà. Comment est-ce que celles et ceux qui voudraient soutenir le projet peuvent le soutenir? D'abord, je dois, pour commencer, dire que c'est pour moi, en tout cas, l'occasion ici de dire merci déjà à tous ceux qui nous soutiennent. Ils sont nombreux ici en Belgique, dans différentes régions. Je ne voudrais pas citer les noms, ils sont nombreux, nos amis, mais Didier Braun est notre ambassadeur en Wallonie, Bernard Jarin et notre coordonnateur ici à Namur, le docteur Luc Boulanger à Liège, le docteur Marie Vout à Wavre, donc à Limal, mon ami le docteur Philippe Ballot à Gand. Voilà, donc tous ces amis qui sont là, voilà, qui nous soutiennent, merci. Alors, comment nous soutenir? C'est à travers la Fondation Roi Baudouin qui a reconnu notre travail, son importance, son impact, sa transparence et qui nous a donné la possibilité d'une déduction fiscale en Belgique. Et donc on peut soutenir Kesho Congo en passant par la Fondation Roi Baudouin. Ça donne donc droit à une déduction fiscale. Nous sommes aussi ouverts à des partenariats avec les organisations belges, les entreprises belges. On est ouvert au mécénat. On est vraiment ouvert à tout cela. Et donc, on peut nous aider vraiment par ces différentes manières. Pour le moment, d'ailleurs, effectivement, nous faisons vraiment une campagne, si je puis dire, pour essayer de lever des fonds, pour nous permettre de terminer le travail de construction d'un hôpital. Je n'ai pas parlé de cela, mais c'est un projet que nous portons aujourd'hui. Au bout de 10 ans, on se dit, on va passer à la vitesse supérieure. Et depuis 2 ans, nous avons commencé la construction d'un hôpital dans un village donc appelé Moudaka. Et nous sommes partis d'ailleurs de l'idée que, au fond, tous ces enfants malnutris qui ont des complications médicales, toutes ces femmes enceintes et allaitantes qui ont la malnutrition, d'autres personnes qui ont des pathologies et qui ne savent pas accéder à des soins de qualité dans ces villages, eh bien, nous nous sommes dit qu'il fallait faire vraiment quelque chose pour ces populations défavorisées. Maintenant d'ailleurs en contexte de guerre, voilà, quand il y a des blessés, voilà, il y a souvent peu de structures à proximité dans ces villages pour pouvoir les prendre de manière, donc les prendre en charge de manière adéquate. Et donc nous avons commencé ce projet de construction d'un hôpital. Le gros œuvre, c'est terminé. Maintenant, nous avons commencé les finitions. Et voilà, donc nous cherchons vraiment des soutiens pour cela. Et donc, pour nous soutenir, on passe par la Fondation Roi Baudouin. Et voilà. Et comme j'ai dit, nous sommes vraiment ouverts à être contactés par des organisations, des entreprises qui souhaitent collaborer. Et je crois que le soutien, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi un soutien moral, humain, c'est aussi simplement l'amitié, n'est-ce pas? Et puis, voilà, comme j'ai dit, la collaboration dans la confiance pour que ensemble on puisse continuer à rendre notre monde meilleur.
Voilà, je pense que là, c'est un excellent mot de la fin. Je mettrai le lien du site internet de Kesho Congo Merci. en description de l'épisode ici. Comme ça permet à celles et ceux qui nous écoutent d'aller voir. Il y a des très belles illustrations de ce que vous faites et je suis heureux d'entendre qu'en fait, le projet va toujours plus loin. Et c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter, c'est que ça aille encore plus loin. Donc, nous, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. On espère en tout cas que cet épisode contribuera aussi à faire connaître Kesho Congo. Et puis c'est vrai qu'on partage aussi les remerciements à toutes celles et ceux qui soutiennent la cause et le projet. En tout cas, Dr Nakasan, merci de m'avoir consacré un peu de votre temps pour parler de votre histoire, parler de Kesho Congo et nous rappeler qu'en fait, la persévérance, la résilience, ça permet de faire des choses énormes. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et si vous permettez, je voudrais dire aux habitants de Namur que le 18 mai, donc le 18 mai, je donnerai ici à Namur une conférence. Donc ceux-là qui veulent comprendre un peu plus en détail ce travail de Kesho Congo, ils sont les bienvenus. Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci Merci. docteur, à Merci. bientôt. À bientôt.